On a donc démarré l'enregistrement qui nous permettra de faire un replay pour tous les participants qui ne sont pas présents et tous ceux qui n'avaient pas forcément pu suivre cette présentation-là initialement. Alors normalement, vous devez voir mon écran vous devez voir le PowerPoint que j'utilise, du coup, le PDF. Et donc, on commence le webinaire. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Impeccable. C'est bon à distance également? Je vous laisse confirmer par le chat si vous voyez bien le webinaire. Impeccable. On est parti. Alors, désolé pour ce retard. On fera un peu plus court. On va condenser nos interventions alors, de manière à à tenir le timing ou à assez peu le dépasser, malheureusement. Merci d'être avec nous pour cette conférence mutualisation des actions d'efficacité énergétique des collectivités qui rassemble effectivement en tour de table la SNCCR, votre serviteur Guillaume Perrin, Sébastien Hilou de la Banque des Territoires et effectivement Jean-Pierre Coton à distance du SIAL, le syndicat des énergies de Haute-Savoie. Ça se place dans le cadre du sommet virtuel du climat, un événement qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs autour de cette thématique de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique de manière globale à ces niveaux-là. Vous avez donc un certain nombre de partenaires qui sont présents et qui ont soutenu l'événement. Vous aurez donc le replay disponible et vous pouvez poser des questions via le chat. Donc du coup, en haut à gauche cette fois-ci par rapport à l'outil qu'on utilise. On commence par une première séquence présentation des outils et moyens mis en place par la Banque des Territoires et la SNCCR. Un petit temps de questions rapides, mais le chat, n'hésitez pas à interagir en direct, de manière à poser vos questions au fur et à mesure, on répondra. Et ensuite, on laisse la parole à Jean-Pierre Coton pour un retour d'expérience du CAN, de la manière dont l'efficacité énergétique est prise en main et développée, dynamisée sur le territoire. La FNCCR, vous connaissez, fédération de collectivités qui rassemble un certain nombre de collectivités sur le domaine de l'énergie, des réseaux d'eau et d'assainissement, réseaux numériques, et qui vise à développer des outils pour les collectivités et les représenter au niveau national de manière à apporter cette dynamique territoriale au plus haut niveau et d'avoir les lois qui correspondent bien. Sur la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires, c'est le partenaire de tous les territoires pour les aider à développer leurs projets. Donc que ce soit les petits ou les grands territoires, on propose une aide sur le conseil, sur le financement et sur l'opération du montage de projet. Ça intègre des objectifs de territoire plus durables, plus inclusifs, plus attractifs et plus connectés. Pourquoi cette co-organisation SNCC à Banque des Territoires? Ça prend tout son sens dans une convention qu'on a signée le 21 novembre 2018 et qui met en place un programme d'action sur la période 2018-2020. L'objectif, c'est d'accompagner les collectivités, les EPCI, sur le montage de projets de rénovation pour la rénovation et l'efficacité énergétique des bâtiments publics et soutenir des actions qui vont aider le développement d'actions d'efficacité énergétique de type dispositif interactif. Alors, le contexte, vous le connaissez, des collectivités qui ont un patrimoine bâtimentaire particulièrement important en ce qui les concerne. Sans rentrer dans le détail des chiffres, le coût de l'énergie dans une collectivité, c'est de 5 à 10% selon les communes, avec une part moyenne qui est en augmentation parce que vieillissement des équipements, parce que effectivement augmentation des coûts de l'énergie, la tendance va aller en s'accroissant, évidemment. Le parc des collectivités, c'est à peu près 3 fois plus que le parc de l'État, qu'on met souvent en avant également. Plus on attend, plus le coût de l'inaction augmente du fait du vieillissement naturel et de l'augmentation effectivement moyenne des différents prix. À ça, pourquoi agir dans l'efficacité énergétique au-delà du fait qu'en tant que collectivité, on possède un patrimoine assez important? C'est aussi parce que ça a un impact direct en termes de gains financiers. Donc le gain, qui dit gain énergétique dit gain financier, donc gain sur la facture énergétique de la collectivité, qui permet effectivement d'avoir des ressources financières intéressantes. Deuxième élément, c'est que ça nous a pas échappé la mise en place, la promulgation du décret tertiaire début octobre dernier, il y a un peu plus d'un mois maintenant, qui va se décliner en arrêté en avril-mai 2020, avec des objectifs ambitieux de réduction des consommations énergétiques pour tous les bâtiments tertiaires, donc ceux des collectivités. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il s'agit de faire de lance sur le sujet. Et enfin, dernier élément, mais non des moindres, il n'y a pas forcément une hiérarchie des différents éléments, outils, raison qui pousse à agir, c'est le fait que c'est avant tout l'efficacité énergétique, une action environnementale. Moins consommer, c'est évidemment émettre moins de gaz à effet de serre et donc moins d'émissions carbone de manière globale. Voyons déjà les outils disponibles mis en place par la Caisse des dépôts Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires intervient dans le cadre de l'efficacité énergétique des bâtiments des collectivités à l'occasion d'une convention qui a été signée en mai 2018
dans le cadre du grand plan d'investissement sur la rénovation des bâtiments publics des collectivités. Ce plan a 3 enveloppes. Une enveloppe qui se déroule à chaque fois sur 5 ans. Une première enveloppe de dotation de soutien à l'investissement local. Donc c'est une enveloppe là, qui est à la main des préfectures de région pour soutenir chacun des projets par décision préfectorale. 2 enveloppes ensuite qui sont là directement pilotées par la Caisse des dépôts. 2 milliards d'euros de prêts, qu'on appelle des prêts Ambre, on y reviendra tout à l'heure, et puis 500 millions d'euros, toujours aussi sur 5 ans, pour des investissements en fonds propres dans des opérations de type in-tracting, de type marché de partenariat de performance énergétique, là pour pouvoir soutenir en fonds propres le montage de projets innovants au service de la réduction des consommations des bâtiments des collectivités. Nos modalités d'accompagnement. Donc on est sur une logique d'une chaîne d'accompagnement. On a bien compris que tout ce qui relevait d'une action était avant tout le fruit d'une réflexion et d'un travail bien en amont. Donc ça se passe au niveau d'un schéma directeur immobilier, là où la collectivité va se poser des questions sur sa stratégie patrimoniale, sur le devenir de son patrimoine, au sens global du terme, pas uniquement éthique. Et ce sujet-là, nous, on peut intervenir pour conseiller, pour sensibiliser si nécessaire, et surtout identifier des projets qui feront ensuite l'objet d'une action et d'un investissement pour la rénovation énergétique. Les audits énergétiques sont généralement là plutôt accompagnés par l'ADEME, qui est aussi un partenaire qui a signé la convention du grand plan d'investissement sur la rénovation des bâtiments publics. Donc l'accompagnement de l'ADEME classique de manière à pouvoir notamment mettre en place des cahiers des charges qui vont aider les collectivités à définir leurs besoins, soit à l'échelle d'un parc, les conseillers en orientation énergétique, soit à l'échelle plus précise lorsque il y a déjà eu la décision de rénover un bâtiment. Et nous, on va venir là en accompagnement sur l'étape d'après, parce que malheureusement, beaucoup d'audits énergétiques, entre guillemets, restent dans les placards, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suivis des faits. Et quand ce sont des documents strictement papier, c'est vrai que leur durée de vie est un petit peu courte et donc quelque part un petit peu dommage de pas ensuite engager une action concrète. Donc nous, Banque des Territoires, on va intervenir en accompagnement, en crédit d'ingénierie, de manière à pouvoir passer de l'étape de la définition des actions à comment est-ce que je vais en monter une opération et comment est-ce que je vais faire que sur le terrain concrètement ensuite va se réaliser ces actions. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie technique mais surtout juridique et financière. Quel est le choix de montage le plus adapté? Est-ce que je vais partir en maîtrise d'ouvrage public? Est-ce que je vais partir sur un montage de type in-tracting? Est-ce que je vais partir sur un contrat de performance énergétique? Et donc, ça va aboutir sur de la rénovation globale ou de l'efficacité énergétique plus ciblée. Merci. Voilà. Donc, ces objectifs sur la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale énergétique peuvent être accompagnés sur chacun de ces modes d'action, que ce soit des actions d'efficacité énergétique à temps de retour rapide, que ce soit des rénovations légères ou des rénovations plus lourdes. Donc ça va se traduire en matière de marché public, soit par des appels d'offres en maîtrise d'ouvrage public, soit des marchés globaux de performance énergétique qui vont notamment engager une garantie de performance énergétique, soit de manière un petit peu plus complexe des marchés de partenariat qui vont bien sûr intégrer aussi une garantie de performance énergétique, mais surtout le financement de l'opération et une maîtrise d'ouvrage qui va être intégrée dans l'opération. L'avantage, c'est que la collectivité s'appuie directement sur le partenaire qui va assurer l'ensemble de l'opération et donc y compris la complexité de gestion au sens maîtrise d'ouvrage du terme. Et puis enfin, lorsqu'on est sur des volumes beaucoup plus importants, là c'est lorsqu'on est plutôt dans le cadre de métropole, de région ou de département, on peut monter des accords cadres de marché de partenariat qui vont offrir à la fois la garantie et la sécurité d'un montage en marché de partenariat et en même temps une souplesse programmatique puisque l'accord cadre s'entend sur 4 ans et donc pendant ces 4 ans on peut lancer des marchés qui sont adaptés en fonction des besoins qui ont été définis en avance. Nous on va accompagner l'ensemble de ces projets soit sur une logique de tiers financement avec les modalités de link-tracking, donc soit de link-tracking classique, c'est-à-dire pour financer des opérations en mode, soit link-tracking sécurisé lorsqu'on va être dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, soit, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le cadre d'une tracking mutualisé, donc qui va se jouer à l'échelle d'un EPCI ou d'un syndicat d'énergie.
Et puis enfin, tiers financement. Dans ce cas-là, on est un investisseur dans une société de projet pour porter un montage en marché de partenariat. Dernière modalité d'intervention, les prêts de long terme, donc notamment le prêt GPI Ambre, dont je vais vous parler tout de suite. Donc le prêt GPI Ambre, c'est un prêt qui est éco-conditionné, c'est-à-dire qu'il est là pour servir une rénovation énergétique et s'inscrire dans le cadre de la loi Elan. Et donc on demande une ambition en matière de gain énergétique minimum de 30%, avec une étude de performance énergétique qui soit associée à la demande, mais bien naturellement, à partir du moment où vous avez cette action de rénovation énergétique, vous avez des études qui ont déjà été lancées, qui sont de toute façon nécessaires à la conduite de l'opération. Et puis la mise en place de moyens de comptage où, suivi les dépenses, ça permet de s'assurer que le projet est de toute façon en bonne voie et qu'on est bien sur les bonnes performances attendues. Donc on est sur un taux de livret A plus de 75, un taux de 1,5. Et puis on peut prendre en compte jusqu'à 100% du projet lorsqu'on est en dessous de 5 millions d'euros. Et pour les projets au-dessus de 5 millions d'euros, on finance 50% de ce projet. Alors, les dispositifs de mutualisation les plus courants, ceux que vous connaissez, c'est de la mutualisation au niveau des certificats d'économie d'énergie avec des aides à l'identification des gisements et la valorisation, notamment par exemple le programme Acté dont on parlera tout à l'heure, les conseillers en énergie partagée, donc, qui sont l'exemple même de la mutualisation avec, pour les communes de 10 000 habitants, la possibilité de partager les connaissances d'un conseiller au service de plusieurs communes. Le groupement d'achat d'énergie aussi, qui fait que en s'associant à plusieurs autour d'un EPCI ou d'un syndicat d'énergie, on va pouvoir avoir accès à un prix d'énergie moindre. Et puis le groupement d'achat travaux, avec ce même effet volume. Voilà. Je ne vais pas plus loin là-dessus, ce sera développé par la suite. Petit zoom sur link tracking et link tracking mutualisé, parce que là on est en plein dans l'actualité. Déjà quelques rappels rapides sur link tracking. Le principe de base, c'est d'utiliser les économies d'énergie pour financer des travaux d'efficacité énergétique, donc sur du court terme. On est dans une logique d'installation d'un cercle vertueux. Notre constat, c'est que bien évidemment, il faut des rénovations très ambitieuses, ça c'est important, de manière à pouvoir atteindre les objectifs moins 40, moins 50, moins 60% à horizon 2030, 2040, 2050. Néanmoins, le principe de réalité, c'est qu'une collectivité ne pourra jamais rénover 100% de son parc d'un coup. Et nous, on considère que sur le reste du parc, celui qui ne sera pas rénové de manière massive, eh bien, on conseille de ne pas laisser en jachère énergétique ce besoin, mais au contraire d'agir pour diminuer quand même les consommations énergétiques de ces bâtiments-là. Ça a beaucoup d'intérêt, ça a avant tout un intérêt financier puisque ça va réduire les consommations énergétiques de la collectivité. Ça a un intérêt bien évidemment écologique puisqu'on aura des émissions de gaz à effet de serre qui seront moindres et ça a un avantage, je dirais, pédagogique et en matière de montée en puissance puisque les services de la collectivité qui auront opéré ce dispositif in-tracking, eh bien, pourront monter en compétences, auront monté en connaissance des bâtiments puisque ils auront mieux connu les bâtiments qui auront fait l'objet d'une action in-tracking puisqu'il faut quand même suivre les consommations énergétiques. Et puis surtout, ça crée beaucoup de transversalité au sein de la collectivité puisque l'in-tracking, c'est un engagement interne, hein, contrairement à un contrat de performance énergétique, c'est un engagement interne entre des services techniques et des services financiers, le service technique s'engageant à réduire les consommations énergétiques en contrepartie d'une enveloppe financière qui lui est octroyée par les services financiers. Et donc c'est ce cercle vertueux que la Caisse des dépôts souhaite beaucoup encourager. Alors, voilà, merci. Voilà quelques exemples des travaux qui peuvent être éligibles sur l'in-tracking. Ce que vous avez surtout à retenir, c'est que dans tous les cas, à partir du moment où l'action a un temps de retour inférieur à 10 ans, le programme in-tracking, eh bien, c'est éligible. Là, c'est donc des exemples qui sont non exhaustifs. Alors, concrètement, l'in-tracking, pour le mettre en œuvre, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on doit d'abord définir un certain nombre d'actions dont le temps de retour est inférieur à 10 ans. Et donc, du coup, les économies vont être capitalisées et ensuite permettre des rénovations plus lourdes. Il y a un volet méthodologique, comme je le disais, donc
qui repose par la transversalité des échanges entre les services techniques et les services financiers, les services techniques s'engageant à l'atteinte des objectifs en contrepartie d'une enveloppe financière. Et puis, c'est aussi un suivi dans l'atteinte des performances énergétiques en interne, puisque ça nécessite d'avoir un économe de flux qui va suivre les consommations énergétiques des bâtiments dans le périmètre du projet de tracking, de manière à s'assurer que les économies sont bien là. La Caisse des dépôts, la Banque du territoire dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle apporte 50% de ce besoin de financement via ce qu'on appelle les enveloppes remboursables in-tracting. On demande à ce que l'enveloppe minimum soit au moins de 500 000 euros pour pouvoir engager une première initiative in-tracting. Et puis ensuite, on va s'associer au comité de pilotage in-tracting de manière à suivre financièrement, je dirais comptablement le dispositif, à s'assurer que les économies sont pas là sont bien là. Et si les économies ne sont pas là, et bien dans ces cas-là, on va essayer d'identifier au plus tôt la raison ensemble. Et globalement, les retours d'expérience qu'on a, parce qu'on l'a mis en place déjà sur beaucoup d'universités, c'est que globalement tout fonctionne très bien et il y a une montée en confiance et en compétence des services qu'on souhaite vraiment continuer à encourager. Alors, on l'a fait aussi sur un certain nombre de municipalités. Donc là, vous avez un exemple sur la ville d'Ajaccio. Je rentrerai pas dans le détail, mais je vous invite à le lire et à en prendre connaissance. Il y a un certain nombre d'actions qui sont retenues. Et puis, on a les économies escomptées à l'horizon des 10 ans qui arrivent à peu près à la hauteur des investissements. On est dans cette logique-là. Au bout des 10 ans, la capacité d'autofinancement de la collectivité sera totalement reconstituée et elle pourra à nouveau lancer de nouvelles opérations in-tracting ou des opérations plus ambitieuses et plus importantes. Alors, l'actualité du moment, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité désormais de faire de in-tracting mutualisé. C'est donc un changement d'échelle qui nous est permis par la loi énergie-climat qui a été récemment publiée le 9 novembre et qui permet aux EPCI, aux syndicats d'énergie, de pouvoir prendre en charge pour le compte de leurs membres, donc de leur commune, tout ou partie des travaux nécessaires à l'amélioration des performances énergétiques et aussi en assurer le financement. Donc on comprend bien là que à partir du moment où il y a une convention qui est fixée entre des communes et un syndicat d'énergie ou un EPCI, il y a cette logique de mutualisation de l'in-tracting qui devient possible. Donc avec le petit schéma qui est présenté là, ça permet de définir non plus à l'échelle uniquement d'une commune, mais à l'échelle d'un certain nombre de communes membres des projets de rénovation en in-tracting, et généralement il y a quand même beaucoup d'actions qui sont éligibles, de pouvoir mettre en place une convention in-tracting avec une enveloppe in-tracting mutualisée, une convention qui va se signer entre la Banque des territoires et puis le PCI syndicat d'énergie. Et puis cet EPCI syndicat d'énergie va pouvoir, au fur et à mesure de l'engagement des communes dans le dispositif, eh bien mettre en place, je dirais, ces enveloppes, commune par commune, qui vont ensuite pouvoir réaliser ces travaux. Et puis les économies d'énergie vont bénéficier à la fois à la commune membre et pour votre partie pouvoir permettre de rembourser cette avance in-tracting. Donc on est dans une logique qui permet vraiment de démultiplier l'échelle et en même temps de donner beaucoup de cohérence par rapport à cet esprit de mutualisation technique déjà dont on a parlé, dont on parlera, avec aussi un esprit de mutualisation sur le plan des ressources financières. Autre levier d'action, on a vu l'approche présentée par Sébastien de l'in-tracting, du pré-amp, de l'approche long terme dans laquelle on s'inscrit. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé aussi nous, un outil qu'on appelle Acté, qui permet effectivement d'accompagner le passage à l'acte au niveau des collectivités territoriales. Alors, Acté, c'est l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Ça cible les bâtiments publics, on est dans le même scope que ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a deux axes d'action. Acté, ça va nous permettre de développer d'une part une bibliothèque d'outils en ligne, donc des cahiers des charges, des guides, l'ensemble d'outils qui soient directement utilisables par une collectivité pour faire ce projet d'efficacité énergétique, de rénovation énergétique, en accès libre encore une fois sur le site. Et c'est également l'accompagnement au financement de démarches mutualisées d'efficacité énergétique portées par les collectivités via des AMI. Je reviendrai sur ce sujet-là juste après. On se fonde sur deux piliers pour cette approche-là. D'une part, la mutualisation,
D'autre part, à l'action dans une stratégie long terme. Mutualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rassembler à plusieurs face effectivement à la difficulté d'avancer tout seul, ou bien parce qu'on n'a pas forcément les compétences, ou bien parce qu'on n'a pas une masse critique de bâtiments suffisamment intéressante pour mettre en place des actions assez fortes sur le sujet, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas une priorité immédiate au vu d'autres éléments du mandat ou des actions en cours de la collectivité. L'idée est de se mettre à plusieurs pour, en étant rassemblés, avoir cette masse critique qui va nous permettre, de mettre en place un poste de suivi d'experts techniques de type économe de flux, conseiller en énergie partagée sur d'autres sujets, et deux, effectivement, d'avoir cette masse critique de bâtiment à partir de laquelle on a cet élément d'effet levier qui est intéressant en logique de boule de neige. Un économe de flux, ça va être un acteur qui vient en complément des CEP du territoire s'ils sont déjà présents, qui vient en complément, étant en remplacement, évidemment, de manière à suivre la totalité d'un projet, de l'idée première, de la réflexion, à l'accompagnement aux différentes actions, éléments à mettre en place en court, moyen, long terme, un passage des travaux, réception des marchés, réception des travaux, et puis surtout au suivi long terme des économies d'énergie qui sont générées. L'économe de flux, il va dans le rural, comme peut le faire un CEP, mais également dans l'urbain, et il agit bien sur la totalité de la chaîne de valeur, ce que font certains CEP, pas tous. Du coup, l'idée est vraiment de venir en complémentarité de ce qui existe déjà sur le territoire. Approche globale et stratégie long terme, elle se traduit effectivement dans une notion temporelle assez importante, à savoir se dire, dans la même logique que ce que décrivait Sébastien sur les tracking, de se dire on va d'abord se chercher les économies qui sont, avoir notre vision globale des économies d'énergie. Donc je vous propose un pommier comme image de ce sujet-là, les pommes étant les économies d'énergie à aller chercher. Sur un pommier, on voit toutes les pommes, donc on a cette vision, toutes les économies d'énergie à aller chercher. On va commencer déjà par les pommes de premier niveau, directement accessibles, donc je peux récupérer avec un faible investissement, juste mon bras pour aller les chercher. Je pars ensuite au marché pour vendre ces pommes-là, et grâce à ce gain d'efficacité énergétique, donc qui s'est transformé en gain financier, je vais pouvoir acheter un escabeau qui va me permettre d'aller chercher ces pommes de deuxième niveau, et même étape, je les récupère les unes à la suite des autres. Donc, des économies d'énergie qui nécessitent un peu plus d'investissement, c'est grâce aux gains que j'ai fait auparavant, qui permettent d'aller chercher des économies un peu moins rentables, un peu plus capitalistiques, et ainsi de suite. Aller-retour au marché, un escabeau plus grand, je reprends les pommes plus haut, je retourne au marché, et je vais ainsi récupérer la totalité des pommes économies d'énergie sur l'arbre, et c'est effectivement la philosophie qu'on partage avec la Banque du Territoire sur l'approche in-tracting également. Acté, c'est donc ce programme-là qui se fait de manière à développer les outils directement utilisables par les collectivités et effectivement accompagner les projets de territoire. Alors tout est disponible via le programme. Vous avez l'hyperlien qui s'affiche ici au niveau de l'écran, avec effectivement également ce qui est intéressant, c'est un simulateur qu'on va mettre en ligne d'ici le courant décembre, janvier ou plus tard, en disant en un peu moins de 7 minutes, vous rentrez quelques caractéristiques, donc elles sont ici assez succinctes sur votre bâtiment, et ça va vous permettre, grâce aux algorithmes qui ont été développés, à vous donner un certain nombre d'actions qui peuvent être intéressantes en économie immédiate d'énergie à réaliser en court, moyen, long terme. On est plutôt dans un outil qui se place au niveau de la préfaisabilité, on est bien d'accord. On n'est pas du tout sur un outil de faisabilité et qui doit être là adapté au bâtiment, mais ça permet déjà d'avoir un premier range d'actions à mener sur 4 types de bâtiments. Donc c'est mairie au sens mairie, bâtiment communal, tertiaire, bureau, enfin tous les éléments utilisés par la collectivité, les écoles, les collèges et les lycées qui ont des thématiques d'intermittence, d'occupation, etc. qui sont un petit peu différentes. Donc il faut juste choisir le type de bâtiment, rentrer les critères qui sont ici, et vous avez directement le résultat qui sort, qui vous permet d'avoir des idées de pistes d'action vers lesquelles aller. Acté, comme je le disais, c'est une logique d'AMI, appel à manifestation d'intérêt. Donc, on a une dizaine de millions d'euros qu'on récupère via la logique des certificats d'économie d'énergie. Alors, je précise bien que ça ne vient pas en remplacement des certificats d'économie d'énergie que vous allez générer grâce aux travaux qui sont validés. Eh bien, ces 10 millions d'euros-là, ils sont là pour vous aider à passer à l'action. On a déjà eu un AMI pilote qui a eu un bon succès avec cette lauréat qui ont été retenus. On a ouvert un AMI beaucoup plus large, l'AMI SEB. Donc c'est l'image d'un arbre majestueux qui prend du temps à se développer, qui se développe de manière assez imposante et de manière large, intéressante. SEB, c'est aussi un acronyme, être cohérent, efficace et durable pour la rénovation énergétique. Cet AMI, il est ouvert depuis octobre dernier, le 16 octobre, et il prend fin le 12 décembre prochain, dans un petit mois maintenant. Dans cette AMI, l'idée est de présenter une candidature en tant que collectivité. Donc voilà, on s'est rassemblé à 2, 3, 4 EPCI, 2 syndicats,
un EPCI, etc., qui effectivement permet d'avoir cette masse critique qui est intéressante. Alors, il n'y a pas de critères clés dans le sens où on dit pas il faut absolument 3 EPCI, un syndicat, un département, etc. C'est des branches organisations. On laisse l'intelligence territoriale de manière à voir pour le coup comment ça se met en place. Dans certains cas, 2 EPCI seront suffisants sur une masse critique de bâtiments suffisante. Dans d'autres cas, il en faudra beaucoup plus. La thématique rural urbain est importante là aussi. Et un retour en janvier avec le jury de manière à voir les enveloppes qui déclinent sous 3 axes. Un premier axe, on aide au financement de la planification, des audits, de la stratégie de gestion pluriannuelle bâtimentaire. On aide également au financement d'un poste, un ou plusieurs postes sur le territoire, d'économes de flux, donc vraiment ce garant expert qui va suivre sur la totalité du projet, cette réalisation. Et enfin, sur des logiciels de suivi, puisque effectivement l'IoT et les éléments numériques sont importants, voire quelques équipements de mesure qui permettent justement ce passage à l'action. Donc c'est vraiment passer de cette réflexion, cette envie à la réalisation. Et ensuite, vous allez générer notamment des certificats d'économie d'énergie, en plus des économies d'énergie dont parlait Sébastien, qui sont primordiales, sur votre collectivité. Vous allez pouvoir les thésauriser, les mettre en banque, avoir un gain immédiat, pour après aller chercher des économies encore un petit peu plus capitalistiques, mais qui vont s'inscrire dans la durée. Quelques éléments d'encadrement, tout est disponible. On a fait un cahier des charges d'une dizaine de pages sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, sur le programme acté C2E. Donc vous le trouvez facilement avec tout moteur de recherche à ce niveau-là. On attend de prendre une ou deux questions, si vous le souhaitez. Je vous laisse les indiquer dans le chat. On a ensuite de laisser la parole à Jean-Pierre Scoton du CIAN. Vous êtes à l'écoute, je vous laisse 30 secondes encore de questions. Ça a l'air d'être clair comme ça? Super. Alors, on est disponible, évidemment, que ce soit Sébastien au niveau de la Banque des Territoires avec l'ensemble de l'équipe sur le sujet, Véniana Auvergne notamment qui nous écoute, et également du côté de la SNCF, que ce soit moi, Guillaume Perrin, ou mes collègues, notamment Adrien Ferroun, qui est le pilote opérationnel de ce sujet-là. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à un témoignage de territoire, en l'occurrence de Sian. Jean-Pierre, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. J'ai suivi toute la première partie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Nous, on t'entend très bien, oui. C'est toi qui vas lancer, Guillaume, je pense, Tout à fait. la présentation. Je me fais signe quand tu souhaites passer effectivement les slides. Si on y va, on y va. Il n'y a pas de problème. Donc, appel à projet pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti communal. Je vais vous présenter une initiative qu'on a lancée en 2012. Donc maintenant, on commence à avoir un bon recul, mais cette initiative s'inscrit dans une politique plus générale. Donc, si on peut lancer le diaporama, la première diapo. Voilà. Donc, le CIAN, tout d'abord, 2 mots de présentation. On a un syndicat intercommunal de taille départementale qui réunit l'ensemble des communes de Haute-Savoie, également le département, alors un syndicat mixte ouvert, hein, et on a tout prochainement l'adhésion des intercommunalités. En 2015, on a réfléchi, suite aux élections de 2014 et l'installation du nouveau comité syndical, sur le positionnement du syndicat et comment il allait développer sa propre politique dans le domaine de l'énergie, mais vous verrez également du numérique. Et je veux juste rappeler quelques principes, et on voit qu'il y a une redondance avec ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au positionnement du syndicat. Donc, on est un acteur opérationnel de la transition énergétique. Que les choses soient bien claires. Un syndicat d'énergie comme nous, on agit d'abord sur le réseau, mais on ne fait ni la politique du territoire, ni la politique énergétique de ce territoire. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une politique énergétique propre, mais en fait, elle est au service de nos adhérents, au service du territoire, et la planification énergétique, eh bien, appartient aujourd'hui aux intercommunalités à fiscalité propre. Les intercommunalités, c'est les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, les communautés urbaines, et c'est à elles de définir, à travers en particulier le PCAET, mais pas uniquement, leur politique territoriale de développement des différentes actions qui permettront d'assurer vraiment un parcours dans la transition énergétique. Alors nous, un acteur opérationnel, ça veut dire qu'on va proposer des travaux, des accompagnements, des services mutualisés, on va le voir tout à l'heure, qui permettent en fait au territoire, à ces acteurs qui font la politique sur leur territoire, eh bien d'avoir des capacités opérationnelles. Nous sommes responsables de la distribution de l'énergie de réseau et nous on résume dans notre positionnement, dans nos orientations stratégiques par une phrase très simple.
des réseaux au service du territoire. Des réseaux qui doivent se moderniser. Alors on parle des réseaux d'énergie, électricité, gaz, réseaux de chaleur et autres, et numériques. Ils sont vraiment au service de la transition énergétique et on ne fait pas ça tout seul puisqu'on est en concession sur le gaz et l'électricité. Et bien évidemment, dans nos relations avec les concessionnaires, il faut qu'on ait une réponse concertée qui aille dans la même direction et qui soit absolument cohérente. On est également, en tant que syndicat initiateur de projets d'avenir, le très haut débit. On a un réseau fibre optique en cours de construction de déploiement, mais également les bornes de charge véhicules électriques. Je vais le développer un petit peu après parce que ma présentation, je fais une petite parenthèse, mais elle va être en deux parties. L'exemple des appels à projets qui viendra après, mais quand même, je vais vous montrer comment ils s'inscrivent dans une politique globale et cohérente. Donc, projet d'avenir, le très haut débit, c'est aussi les données numériques, c'est les territoires et villes intelligentes qui arrivent et qui doivent servir aussi la transition énergétique. On intervient parce que notre cible, elle est là d'abord pour nos communes adhérentes, avec des travaux, des services, des plans d'action mutualisés. Et 4 mots très importants pour nous et qu'on a retrouvé tout à l'heure. L'expertise, on a la capacité d'avoir, le syndicat, c'est 75 agents, plus de 20 ingénieurs, 35 techniciens supérieurs, de mutualiser donc des moyens experts qui sont au service de la plus petite à la plus grande commune de la Haute-Savoie. De la solidarité également et de l'équité territoriale. Voilà, c'est quand même des valeurs importantes et qui permettent à tout le monde d'accéder en fait au même niveau de service que le syndicat peut proposer. On peut passer à la diapo suivante. Nos compétences statutaires. Alors avant, je m'excuse, je peux revenir, voilà. 7 compétences statutaires, l'électricité, gaz, on a les concessions, l'éclairage public, 225 communes ont transféré la compétence, c'est 100 000 points lumineux en travaux, une vingtaine de milliers en exploitation également, les bornes de charge véhicules électriques, une compétence énergie qui regroupe la partie efficacité énergétique, maîtrise de l'énergie et ENR, une compétence récente pour pouvoir agir sur le réseau de chaleur, et puis enfin sur les communications électroniques, le numérique, une compétence qui nous permet de construire le réseau. Donc je vais développer très rapidement, si tu peux passer à la diapositive suivante, voilà, sur les réseaux, des actions qui sont actuellement en cours, nouveau contrat de concession, plan départemental qualité d'électricité, je ne vais pas trop m'attarder dessus, plan d'action est pur, donc sur l'éclairage public avec éclairage public responsable, c'est aussi de la maîtrise de l'énergie, c'est l'efficacité, on va voir qu'il y a une autre échelle maintenant intercommunale qui apparaîtra là-dessus. 11 départements sur le réseau e-borne, on a les coordonnateurs du groupement de commande. Sur la distribution du gaz, vous voyez qu'il y a les raccordés à la production, il y a le réseau départemental fibre optique sur le numérique. On passe à la diapo suivante. Voilà. Sur la maîtrise de l'énergie, on peut difficilement être maître d'ouvrage. Pourquoi? Parce que le patrimoine appartient aux communes, appartient aux intracommunalités. Là, je parle vraiment de patrimoine public. Qu'est-ce qu'on a développé? On a développé tout d'abord un service de conseil en énergie partagée. Alors, on l'appelle, nous, le conseiller énergie, qui est, dans sa définition, plus large que la définition de l'ADEME. On a une notion de 10 000 habitants dans les CEP. En ce qui nous concerne, on apporte du conseil énergie souvent spécifique pour des communes qui sont au-delà. On accompagne des communes de 20 000 habitants ou autres, et le conseiller énergie intervient à ce moment-là sur des actions ciblées, mesurées. On passe des conventions avec nos communes, et aujourd'hui, le service Grand Conseil, c'est une équipe de 5 personnes dans le syndicat, et on n'arrête pas de progresser puisqu'on couvre déjà près de 80 000 habitants sur 800 000 de la Haute-Savoie, et pratiquement tous les mois on a 2-3 communes qui adhèrent à ce service où le principe de financement est réparti entre d'une part la commune à 50% et nous à 50%. On a bénéficié d'aide de l'ADEME quand elles existaient, maintenant on vient d'en sortir cette année, et donc le principe c'est vraiment un partage du coût pour son financement entre les communes et nous. On gère les CE, les certificats d'économie d'énergie, de manière mutualisée. On vient de vendre pour 1 500 000 € de CE, 170 gigawattheures environ CUMAC, dont 1 300 000 € retournent vers les communes. On avait des programmes STEP-CV, territoire énergie positive pour la croissance verte. On a eu des programmes d'action très concrets, par exemple sur l'éclairage public. On a ramené 1 million d'euros sur l'éclairage public à travers des CE, et donc ça a permis aux communes d'avoir des leviers financiers très importants pour faire vraiment des économies d'énergie et un traitement, par exemple des ballons fluo ou des sources énergivores. Les achats groupés d'énergie, ça fait déjà plusieurs années. On regroupe sur le gaz d'ailleurs Savoie Haute-Savoie, sur l'électricité la Haute-Savoie.
hors d'idée de grandeur, en électricité, des marchés de 3 ans de 45 millions d'euros. Sur le gaz, à peu près 10 millions par an, 30 millions sur les 2 départements. Voilà. Donc là, on fait bénéficier d'un vrai professionnalisme parce que l'achat groupé d'énergie, c'est vraiment très pointu. On est assisté, mais on a la capacité, parce qu'on utilise nos moyens internes, d'avoir de la performance et des très bons prix. Et puis, vous avez les appels à projets MDENR. Alors, pourquoi maîtrise d'énergie ENR? Parce que on a fait des appels à projets pour la rénovation du patrimoine bâti. Je vais vous la présenter tout à l'heure, cette action. Mais on avait également pu associer un complément si quand on fait une maîtrise de l'énergie, une rénovation énergétique, si on y met par exemple un peu d'ENR, une toiture photovoltaïque ou une géothermie, pompe à chaleur ou autre, ils peuvent avoir un complément de financement. On passe à la diapo suivante pour vous dire que en matière d'action du syndicat dans les énergies renouvelables, on a créé 2 structures tout récemment, ces 2 dernières années, une SEM qui s'appelle Sienne ENR et également une régie Sienne Chaleur, puisque nous accompagnons les territoires en acteurs opérationnels pour pouvoir être producteurs d'énergie, mais également distributeurs de chaleur. On a des projets dans nos cartons en grand nombre. La transition énergétique, pour voir cette dimension, parce qu'elle est indissociable. Par exemple, sur l'éclairage public, on a des stratégies lumière. On vient de faire une stratégie lumière sur la Glo d'Annecy, sur le parc naturel régional des Bauges. Donc, on a des projets de territoire qui apparaissent à cette échelle-là, où on parle de biodiversité. On est vraiment dans les sujets de la transition énergétique et on a une cohérence d'ensemble. On voit sur la droite un accompagnement PCAET pour les intercommunalités qui se rapproche aussi du conseil en énergie partagée, mais avec là un accompagnement du syndicat pour que les territoires puissent mettre en œuvre leur transition énergétique et leur plan d'action en particulier. Sur la gauche, vous voyez également qu'il y a des sujets très importants sur le numérique, puisque le numérique est très transversal, et on se retrouve avec des questions sur les smart grids, sur les smart cities, alors c'est territoires à ville intelligente, sur également les usages des services, avec des liens très transversaux avec l'énergie. Enfin, au centre, vous voyez apparaître un outil qu'on a développé et qui est à disposition d'abord pour les propres besoins du syndicat, pour faire un suivi de prospective de projets très concrets, mais également qui peut servir dans le cadre du pilotage des PCAET aux intercommunalités qui vont avoir accès à cet outil qui s'appelle S'Imaginer et qu'on avait mis en concurrence, qui est très complémentaire à d'autres outils de prospective comme Prosper ou Terristory sur la région Rhône-Alpes. Voici la présentation donc globale de toutes les activités du syndicat, beaucoup de nouveaux projets. Maintenant, sur la droite, vous voyez apparaître les appels à projets. Je vais faire un zoom pour vous présenter tout spécifiquement cette action. On peut passer à la diapo suivante. Alors, tout d'abord, d'où vient ce programme d'appel à projets du syndicat lancé pour la première fois en 2012 ? On avait, depuis 1995, mis en place une priorité, un plan d'action pour la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables, qui partait par principe sur des aides à la décision, des AEG, audits énergétiques, des diagnostics, des études de faisabilité. Au bout de 5 ans, on a fait un bilan et on s'est aperçu que toutes ces études que l'on avait faites, on avait fait à peu près pour 30 millions d'euros de préconisation. Et en fait, il y avait eu à peu près en 2010 1 million et demi d'euros d'engagés par les communes. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer pour pouvoir inciter les communes à passer à l'action? Et on s'est dit, eh bien, il faudra déterminer quels sont les leviers et les difficultés, les freins pour que les communes passent à l'action. Elles étaient d'abord d'ordre financier. Et on a vraiment dit, il faut qu'il y ait une aide et un soutien pour financer les opérations. Pour avoir un vrai projet communal, il faut monter un plan de financement. Il faut rechercher des financements extérieurs, toutes les aides possibles. Et on voit qu'il y a les CE qui sont apparus entre-temps et qui sont vraiment un levier aujourd'hui important, mais aussi on voit tout ce qui se passe avec l'intracting, avec tout ce qui se met en place. Les communes ne connaissent pas forcément tous les mécanismes, ne connaissent pas forcément toutes les aides auxquelles elles peuvent prétendre. Et bien évidemment, le syndicat en ingénierie financière, en conseil, doit pouvoir aider les communes à monter leur propre dossier. Et puis on s'est dit, il faut un effet levier à travers une incitation très concrète d'une participation financière du CIAN, c'est-à-dire une subvention aux travaux qui pourraient être lancés par les communes. Et on a dit, c'est pas que des cacahuètes, c'est pas que l'apéritif. Il faut que pour une opération
moyenne, de rénovation assez lourde quand même, de 200-300 000 euros, il faut qu'on puisse mettre une somme significative. Et vous allez voir qu'on a visé un levier à 30% minimum d'aide financière, qui vraiment est le seuil incitatif pour que la commune dise « Ah, là j'ai une opportunité, ah, je vais faire une priorité, je vais commencer à rénover mon patrimoine, je vais rénover mon école, je vais rénover ma salle polyvalente ou ma mairie ». Le deuxième volet, c'est l'accompagnement technique du projet communal, parce qu'il faut accompagner une commune qui n'a pas forcément l'expertise en interne pour monter son projet de rénovation. Il ne s'agit pas d'être maître d'œuvre de ces opérations, mais surtout d'être un accompagnant dans la phase de réalisation pour les aider à rédiger leur cahier des charges. La maîtrise d'œuvre d'une opération, elle est souvent importante. Il faut choisir le bon maître d'œuvre, savoir ce qu'on va lui demander, et puis après être toujours là en conseil, en soutien aussi avec la commune pour mettre en œuvre opérationnellement son opération de rénovation. Et enfin, un dernier volet, c'est celui de la performance après travaux, mettre en place des outils de suivi de consommation, faire des bilans annuels, voir le suivi aussi des contrats d'exploitation. Ça dépend en fait de la complexité de l'installation. Il y a des installations très simples où c'est facile, il y en a d'autres où vraiment il faut pouvoir avoir un suivi au-delà des travaux de rénovation. On peut passer à la diapo suivante. Pour lancer notre démarche, on a fait un premier appel à projet en 2012, qui était un appel à projet pilote, mais qu'on a renouvelé chaque année face au succès. Eh bien, on a fixé un cahier des charges de notre appel à projet, avec comme objectif très simple, eh bien, tout d'abord, la performance énergétique, c'est le premier des critères, et il faut que ce soit très performant. Alors, on a visé des opérations assez lourdes. Le contexte en Haute-Savoie est quand même assez particulier. C'est un département qui est très dynamique et qui est en fort développement de croissance démographique, économique. On prend 12 000 habitants par an. En 10 ans, on a pris 120 000 habitants dans le département. On faisait 700 000 habitants, maintenant c'est 820 000. Les communes sont relativement, j'ose dire le mot, entre guillemets, riches par rapport à l'impact de Genève. 85 000 Haut-Savoyards travaillent tous les jours en Suisse. Il faut savoir que le salaire minimum là-bas, c'est 3 000 euros, 3 500 euros net par mois. Et qu'on a 85 000 habitants de Haute-Savoie qui travaillent en Suisse. Et que ça rapporte de l'argent aussi par des fonds genevois qui reviennent dans les budgets communaux. Et donc les communes ont des moyens pour investir. Donc nous, on a fait un appel à projet aussi qui s'adresse à des communes qui sont prêtes et qui ont les capacités financières pour se lancer dans des opérations relativement lourdes. On oblige donc nos candidats à avoir un audit énergétique préalable. Comme je le disais tout à l'heure, nos aides financières aux communes, c'est des subventions de 30 à 40%. On a un petit bonus pour les communes qui sont petites ou qui ont des faibles capacités financières. On a un plafond dans nos opérations à 80 000 euros par projet. Bien évidemment, on apporte un accompagnement technique aux lauréats. Et puis, on met un budget moyen annuel du CIAN de 700 kg. Alors, si vous faites le calcul, ça fait une dizaine, 11 à peu près lauréats potentiels s'ils sont au plafond des 80 000 euros. Et puis, bien évidemment, on a des projets retenus par un jury du CIAN pour qu'on ait de l'équité, de la transparence dans les lauréats et les non-lauréats. Voici, depuis 2012, tous les projets lauréats de rénovation énergétique. Et vous voyez qu'on a 76 projets qui ont généré un montant total de travaux de 27 millions d'euros sur uniquement la partie, là j'en parlerai à la fin, qui est éligible, c'est-à-dire la partie de rénovation thermique, sur les enveloppes, sur les systèmes, qui regarde vraiment la partie énergie. Souvent les communes, quand elles font leur rénovation, elles en profitent pour renouveler vraiment le patrimoine, le remettre à niveau, l'accessibilité, les PRM. Ils mettent des ascenseurs, ils refont des aménagements internes. Alors, c'est des investissements qui sont présentés là. Les aides cumulées du CIAN, 4,8 millions d'euros depuis 2012. Et puis les résultats, on a fait à peu près 10 gigawattheures d'économie d'énergie annuelle avec toutes ces opérations. Ça regarde des petites, des grandes communes, c'est dispersé sur l'ensemble du territoire. On peut dire vraiment que le syndicat a été initiateur à travers de cet appel à projet à une responsabilisation, je dirais, vraiment les communes sont passées à l'action. Le premier appel à projet, on a eu 30 candidatures, 12 lauréats. Cette année, on a eu une vingtaine de candidatures, 11 lauréats.
Voilà, ça vous donne quand même à peu près le format. Alors il y a énormément de choses à faire parce que 10 gigawattheures ça paraît beaucoup. Et en fait, si on rapporte par exemple la consommation d'énergie électrique en Haute-Savoie, vous savez de combien elle est? Elle est de 4600 gigawattheures. La consommation de gaz sur notre périmètre d'AODE Sian, c'est 1700 gigawattheures. Alors c'est pour ça que je veux remettre les bonnes échelles. Ça paraît beaucoup comme ça, mais par rapport à l'effort qu'il y a à faire dans l'avenir, on n'a pas encore passé la seconde ou la troisième. Voilà, on est en première vitesse. On peut continuer. Quelques exemples, parce que je pense que les images, elles parlent par elles-mêmes. Voici quelques exemples de lauréats, alors 2018 et 2019, je vous les donne là. À minima, on a 50% d'économie d'énergie sur chacune de nos opérations. Ça regarde des bâtiments de toute typologie. Là, je vous donne quelques exemples. Voilà, par exemple, une école primaire. Vous voyez que, mine de rien, même pour une commune qui est relativement importante, 800 000 euros d'investissement, mais 77 000 euros, c'est pas rien, c'est 10%. Pour les petites communes, par exemple sur la droite, commune de Salles, peut-être 1000 habitants, investissement de 80 000 euros, puis on donne 24 000 euros, c'est conséquent. Alors c'est petits bâtiments, mais tout le monde peut être exemplaire. Ville de Cluse, 20 000 habitants, c'est un théâtre. Voilà. Sur la partie investissement thermique, 384 000 euros, 77 000 euros. Page suivante, une deuxième page d'exemple. Ça, c'est des lauréats de cette année, ce qui concerne Talloires-Montmain, où là, on voit aussi une rénovation d'un vieux bâtiment, avec la typologie des bâtiments diverses et variées. On a un gymnase en dessous, Rumi, c'est une ville de 15 000 habitants. Là, ils font un investissement conséquent quand même, mais ils rénovent aussi le gymnase, je pense, par la même occasion. Et la subvention du CIAN, aussi, ça représente à peu près 10%. J'en termine avec le bilan, retour d'expérience de ces appels à projets. Tout d'abord, pour nous, ça a été des expériences concrètes de rénovation énergétique. Quand on parle d'expertise interne, eh bien, tout d'abord, on a fait pendant des années des études d'aide à la décision. Et les premières années, quand on a lancé notre appel à projet, on a eu des surprises. Quand on nous a dit vous allez investir 100 000 euros pour faire une rénovation, c'est suffisant et vous obtiendrez tel résultat. On s'aperçoit quand on a fait les premières mises en concurrence que des fois il fallait 150 000 euros d'investissement et pas 100 000. Alors quelle crédibilité dans nos aides à la décision? Aujourd'hui, on continue à en faire et on a un retour d'expérience qui nous dit vous nous préconisez telle opération ou telle forme d'isolation dans tel type de bâtiment. Nous, on sait que ça ne marche pas, il faudra faire les choses autrement, ça coûtera un peu plus cher, etc. Pareil sur le retour d'expérience, c'est les techniques employées. Il faut, sur certaines isolations extérieures, faire attention au traitement architectural. Le CAUE, chez nous, Conseil d'architecture, nous a dit vous avez abîmé des façades en mettant de l'isolation extérieure qui dénature complètement ce patrimoine. Est-ce que vous n'avez pas d'autres solutions, alors peut-être plus onéreuses, peut-être moins efficaces, d'isolation interne? On a rénové, là, il n'y a pas longtemps, une commune, la Maison Forte, c'est la mairie, par exemple, de La Tuile. C'est un bâtiment qui date de 500 ans et ils ont fait une rénovation absolument exemplaire, mais bien évidemment, il a fallu une maîtrise d'œuvre très particulière pour faire une isolation interne pour que l'architecture du bâtiment soit préservée. Voilà. On mesure, en troisième point aussi, les impacts réels de rénovation, c'est-à-dire que la réalité des chiffres, on nous annonce des 60, des 70% d'économie d'énergie. Est-ce qu'on les atteint réellement? Eh bien, on peut dire que on a des résultats très efficaces et que chaque année, quand on fait la remise des prix des nouveaux lauréats, on se déplace, on va voir des réalisations et on fait un bilan des réalisations passées. Donc voilà, les appels à projets pour nous en retour d'expérience, c'est très bénéfique parce que on a une richesse de connaissances, de savoir-faire qui ne peut être que bénéfique pour l'ensemble. Donc c'est une dynamique à la rénovation, hein, nos appels à projets, on le voit bien, et on espère vraiment qu'elle se confirmera et qu'en Haute-Savoie, on ira au-delà de cela. Alors j'en termine, et c'est ma toute dernière diapositive, si vous le voulez bien, sur les perspectives. Et bien évidemment, c'était cité tout à l'heure, mais moi je reviens dessus parce que c'est vraiment pour nous, ça faisait quelques années qu'on réfléchissait comment on peut mutualiser des moyens, avoir une expertise, avoir une échelle de rénovation du patrimoine de bâtiments publics
départementale où le syndicat peut avoir un vrai rôle d'acteur opérationnel qui permet d'accélérer le mouvement pour les années qui viennent. La loi climat-énergie, la promulguée le 8 novembre, donc vous voyez que c'est tout à fait récent, nous donne la capacité d'intervenir comme maître d'ouvrage, moyennant des conventions avec nos propres adhérents en intra. Et vraiment, on en a parlé là dans une commission énergie chez nous qui s'est tenue il y a une semaine. Au niveau politique, cette commission regroupe des élus en nous disant le prochain mandat, quand on va renouveler notre comité syndical, il faudra qu'on fasse de nouvelles orientations, qu'on prenne de nouvelles orientations en faveur de la transition énergétique, qu'on les renouvelle, mais qu'on les actualise. Eh bien, très certainement, le syndicat aura la capacité de proposer des projets de mutualisation pour un programme de travaux de rénovation pour nos collectivités membres, avec peut-être des programmes de 10-20 millions d'euros par an, portés en maîtrise d'ouvrage par le syndicat, qui l'organiserait, qui piloterait, en faisant appel à des maîtres d'œuvre privés, avec des entreprises, avec des marchés de performance. On ne sait pas encore les outils, les moyens opérationnels, mais on sent bien que pour aller chercher du FEDER, aller chercher des prêts auprès de la CDC, etc., de la Banque des Territoires, excusez-moi, la terminologie, des montages d'intracting, etc., l'échelle et la capacité d'expertise interne du syndicat au service de l'ensemble de la Haute-Savoie, ça peut être un atout pour qu'on passe à la seconde et à la troisième vitesse, et voire la quatrième vitesse. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation des outils, la dynamique qui est effectivement ce côté couteau suisse, si tu me permets du coup avec la proximité de la frontière, cette analogie au service des communes et intercommunalités dans une approche vraiment globale, effectivement transdisciplinaire qui est effective et qui va au-delà de mots, d'une intention avec des réalisations très concrètes. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Pierre? Alors, j'en ai remarqué une pour la ENI d'Acté, je reviendrai juste après. C'était clair. On en a vu une, Jean-Pierre, sur la thématique du rythme au niveau des différents ANI. Est-ce que tu constates, au vu donc du coup des 2017, donc des 7 ans passés de l'ANI, une différence dans les projets qui vous sont présentés? Est-ce qu'on a peut-être des projets qui sont beaucoup plus ambitieux qu'avant, ou au contraire, est-ce que l'approche vraiment quantitative ou qualitative est différente? Et petite question pratico-pratique, il y a des triangles, des ronds et des carrés, à quoi ça correspond sur cette carte? Alors, avant, on avait une typologie. Alors, je m'excuse parce que j'ai repris une ancienne carte où on avait en fait des seuils de participation financière de différents niveaux. Et donc, les triangles et les ronds et les carrés, ça correspondait à un niveau de participation financière, un seuil de participation financière différent pour les syndicats. Alors, je n'ai pas expurgé j'ai expurgé le commentaire pour simplifier ma carte. Mais en fait, non, il n'y a pas de signification particulière. D'accord. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que je peux préciser? Depuis qu'on a développé, et ça ne fait que depuis 2015, en fait, qu'on a développé vraiment le CEP. Parce qu'avant, on avait des conseillers énergie qui intervenaient quand on nous sollicitait. Aujourd'hui, on accompagne des politiques qu'on souhaite vraiment qui se développent en pleine responsabilité au niveau communal, avec nos conseillers énergie pour qu'il y ait des vrais plans d'action communaux qui se mettent en place en faveur de la rénovation du patrimoine. Et nos conseillers énergie aident en fait les communes à faire leur politique, à faire leur programmation et de voir par quoi il faut commencer et par quel bout s'y prendre pour avoir une politique qui va durer du temps, parce que on ne rénovera pas un patrimoine d'une commune en une année, en 5 ans, mais peut-être qu'il faudra 10 ans pour le faire. Ça dépend en fait d'où on part. Et donc, par exemple, l'année prochaine, il y a des élections, mais on va relancer, nous, c'est prévu, un appel à projet. Et les conseillers énergie qui suivent des communes, on a déjà dans nos cartons, on sait qu'il y a une quinzaine de projets qui seront candidats. Et on a plusieurs casquettes, puisqu'il y a les conseillers énergie qui sont d'un côté, qui conseillent et qui sont candidats, qui aident les candidatures. Puis moi, j'ai un agent à plein temps qui suit les appels à projets, qui est complètement séparé, qui va faire le jugement des offres, des candidatures. Ok, mais c'est quand même le SIAN qui, malgré ces deux casquettes, qui pilote de manière cohérente un dynamisme territorial. Et on sent qu'il y a une prise de conscience de plus en plus large, une envie et une maturité politique pour passer à l'action au niveau de la Haute-Savoie. Okay.
c'est parti par une opportunité et maintenant il y a une vraie volonté à faire quelque chose de concret, de calculé, de pérenne, des vrais plans d'action pluriannuels. Donc c'est en cela que les choses ont changé, même si la diversité et la quantité de projets qui sont aidés par nos appels à projets n'a pas faibli au cours de cette année. Alors deux autres questions, Jean-Pierre, toujours pour toi, et celle d'Acté, j'y reviendrai juste après, je la garde sous le coude. Première question sur quels sont les leviers pour, comme tu le disais, passer la seconde en termes d'ambition et d'impact, où effectivement tu nous as présenté la dynamique qui est en cours, mais malgré tout c'est 9,8 gigawattheures. J'ai fait un calcul de tête, c'est du moins de 0,1% la consommation énergétique totale du territoire, me semble-t-il, par rapport aux milliers de gigawattheures qui sont mis en place sur le territoire. C'est comment est-ce qu'il faut qu'on agisse d'un point de vue politique, technique, groupement haute. Et deuxième question, je te la pose en même temps. Lors des achats groupés d'énergie, est-ce que le CIAN favorise les fournisseurs d'énergie locaux comme les coopératives? Alors, je vais répondre à la première. Je donne l'exemple d'un PCAET qui vient d'être finalisé. C'est une communauté de communes de 45 000 habitants. Ils ont fixé leurs objectifs qui correspondent à la loi sur la transition énergétique. En gros, ils ont fait leur diagnostic territorial. Puis après, ils disent maintenant, on va faire un plan d'action. Il faudrait qu'ils investissent pour répondre à leurs objectifs pendant 10 ans, là, 45 millions d'euros par an. 40 millions à 45 millions d'euros par an. C'est ce qu'ils ont chiffré. Ok. Et c'est une commune de 45 000 habitants. C'est-à-dire que pour obtenir les objectifs de réduction de consommation, alors c'est pas que les bâtiments communaux, quand je dis les 45 millions, c'est l'ensemble des actions liées à leur PCAET. D'accord ? Quand je dis qu'il faut passer la seconde de la troisième, ça veut dire que même si on fait des appels à projets avec 10 projets aidés par le syndicat, c'est une politique incitative pour que tout le monde se mette en mouvement. Moi, je vois ce qui se passe sur le territoire. Les PCAET en Haute-Savoie, on a 23 intercommunalités, 3 communautés d'agglo dedans, et le reste, ce sont des Comcom. Alors, il y en a beaucoup parce qu'on a des vallées, parce qu'il y a des territoriales qui font qu'on n'a pas de plus de recrutement que ça. L'agglo d'Annecy, c'est 210 000 habitants sur 800 000 de département de Haute-Savoie. C'est la plus grande agglo, donc communauté d'agglo de Haute-Savoie. Va valider son PCAET. Et dit maintenant, il faut se retrousser les manches dans le plan d'action. Il va falloir vraiment que on se mette au travail, tout le monde, toutes les forces vives, et qu'on ait des projets à l'échelle de nos ambitions. D'accord ? Et donc, ce qu'on a fait là, c'est très bien, c'est incitatif, mais on mettra 50 ans à arriver à nos résultats. On veut passer la seconde ou la troisième pour avoir vraiment une inflexion qui commence à apparaître assez rapidement. Personne ne se décourage. Parce que ça va être long. C'est-à-dire qu'on parle vraiment réalité des impacts de toutes les opérations qu'on fait là. C'est un travail de long terme. Savoir mutualiser et passer à une échelle opérationnelle, départementale, avec le syndicat d'énergie qui peut être un acteur opérationnel qui passe vraiment des gros projets. Voilà. C'est ça qu'on essaie de proposer et de bâtir avec eux, parce qu'on ne le bâtit pas tout seul. Sur les achats groupés. Ouais. Vas-y, sur les achats groupés, justement. Achats groupés. Alors, on a rapidement. des achats qui je suis désolé, je suis un peu bavard, je suis toujours Non, mais c'est passionnant, mais c'est la question alors, c'est pour ça que je un producteur relativement local qui a répondu et qui est des lauréats de nos appels à projets, de nos appel d'offres d'achat groupé en électricité, puisque c'est Enalp. Et Enalp nous propose, et à 2/3 des 120 gigawattheures qu'on achète par an, à peu près en électricité, c'est l'énergie verte qui provient des barrages du Rhône, en particulier de Genesia. Alors, on est vraiment en train de réfléchir en tant que producteur d'énergie renouvelable, à savoir si on peut avoir des circuits vertueux. Voilà, mais comme on est obligé de mettre en concurrence, c'est quand même les meilleures offres qu'on est obligé de retenir. Les critères financiers, du coup, qui restent oui. c'est un prioritaire. Le principal critère, c'est le prix quand même. Donc, ok. Alors, une question qui était sur la AMI Acté. Avez-vous un ordre de grandeur au nombre de bâtiments en économie d'énergie ou d'autres critères d'ailleurs qu'on pourrait imaginer pour être intéressant pour la AMI Acté? Alors, avec une précision sur le PETR qui était concerné. Alors, je pense qu'il y a peut-être une petite confusion de la question du minimum de travaux en euros.
On n'impose pas de minimum de travaux au niveau de ce qui est mis en place au niveau d'Acté. On met juste les plafonds, le petit extrait que vous avez passé tout à l'heure. C'était pour vous montrer des éléments maximum d'encadrement des aides en question pour le coup. Donc on est sur les maximums d'investissement éligibles et taux maximum d'aide à chaque fois. Donc il n'y a pas de minimum en termes financiers. En termes d'éléments regroupés, et c'est un pari qu'on a fait en disant on va pas mettre de critères vraiment bloquants sur cette question de taille minimum sur laquelle partir, et plutôt dire ça dépend aussi de la typologie du territoire. Effectivement, si on est sur du rural, du très très étendu, ça va prendre beaucoup de temps, donc la logique d'un économe de flux, elle va se comprendre parce qu'il y a quand même un certain nombre de bâtiments, mais il va falloir traverser tout les 3-4 PCI ou tout le département, et ça forcément ça prend beaucoup de temps. En revanche, si on est sur deux Comcom rassemblés qui sont assez denses, là au final un économe de flux il se justifie à l'échelle uniquement de deux Comcom qui seront peut-être plus denses, urbaines ou bien du rural très rassemblé ou autre. Donc il n'y a pas de minimum. Ce que nous engage vraiment à faire, c'est à vous rapprocher d'Adrien Serrougne, le pilote opérationnel, ou de moi-même, évidemment, Guillaume Perrin, de manière à ce qu'on voit ensemble si c'est bien cohérent. Et ne vous bridez surtout pas sur cette question de minimum, que ce soit en bâtiment ou autre. Le jury aura la tâche, et ce sera le rôle des ingénieurs instructeurs aussi de le présenter au jury de cette manière-là. On ne dira pas on va aider ceux qui en ont mis le plus, mais on aidera ceux qui ont eu une ambition cohérente par rapport à la typologie du territoire concerné, encore une fois, du coup. Donc c'est vraiment pas un classement qui sera fait en disant celui-là fait le plus d'économie d'énergie, on prend, etc., etc. Donc on fait plutôt, ce sera rapporté par rapport à la typologie du territoire. Donc vraiment c'est ouvert pour tout le monde à ces niveaux-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet, ou est-ce qu'on a fait un bon tour pour le moment? J'ai l'impression que c'est bon. Merci d'être resté avec nous. Alors déjà pour les petits problèmes techniques qu'on a résolus de cette manière-là. On est du coup, vous avez possibilité de revoir le webinaire le replay de ce webinaire, excusez-moi, sur le site de la fédération, sur le site également du sommet virtuel du climat. On va leur mettre cette version vidéo-là. Et évidemment, le PowerPoint sera mis à jour avec la version que vous avez vue aujourd'hui en libre téléchargement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et surtout un bon appétit. Je pense qu'il est bien temps pour y aller. Merci Jean-Pierre pour ton intervention et merci à tous pour vos questions, échanges via le chat. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci.